bienvenue à ce colloque sur le travail et le handicap en l'honneur de la sortie de ce guide que vous trouverez en bas sur le stand de la CFE CGC. Bienvenue à toutes et à tous d'être présents pour ce colloque. Ce soir, l'idée est simple, mettre des mots sur le réel, mettre aussi en lumière ce qui fonctionne et peut-être essayer ensemble, avec vos réseaux, de rendre ce qui est fait au cas par cas plus systémique. On a un timing très serré ce soir, alors je vous demanderai d'être très précis sur les retours. Si on vous dit à 21h30, il faut être dans la salle, eh ben ce sera comme à la messe, on commencera sans vous, mais on commencera à 21h30. Donc soyez très très précis dans votre timing. Nous essaierons, nous aussi, d'être très précis dans nos timings. Ce soir, au programme, beaucoup de choses. D'abord, quelques discours officiels et protocolaires, et puis une table ronde autour du retour à l'emploi des personnes en situation de handicap, ou du moins qui ont connu une longue maladie ou un accident du travail qui, aujourd'hui, fait qu'elles sont encore employables dans les entreprises. Comment on retourne dans son entreprise après avoir subi ces événements de vie, parfois lourds sur le plan moral comme sur le plan physique. Et puis on aura une très belle conférence, peut-être l'avez-vous déjà vue pour certains d'entre vous, de Philippe Croison. Vous allez le découvrir, je ne vais pas en dire plus parce qu'il se découvre au fur et à mesure de sa conférence, vous le découvrirez. Et puis on terminera avec Percujam, un ensemble de jeunes autistes, musiciens, pour un concert, pour finir dans la joie, parce que la joie, elle se partage aussi, quel que soit le handicap ou le non-handicap que l'on a. Mais je vous demande de commencer. Pour commencer, nous allons accueillir, elle aurait aimé être avec nous, ça n'a pas été possible, Madame la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq. Elle nous a laissé une vidéo. L'avantage de la vidéo, c'est que le timing sera respecté. Mesdames et messieurs, Monsieur le secrétaire national, cher Christophe, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je tenais vraiment à pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de ce colloque national de la CFE-CGC dans le cadre des échanges que vous allez avoir autour du thème « Égalité des chances ou égalité d'apparence, handicap et parcours professionnel, la vérité qui dérange ». Ce titre dit tout. Il dit d'abord la nécessité de mettre l'inclusion au cœur du débat, mais il dit surtout la réalité que nous ne pouvons plus contourner. Aujourd'hui, encore, les personnes en situation de handicap connaissent un taux de chômage de 12% contre 7,3% pour le reste de la population active. Alors nous avons progressé depuis 2017, mais nous devons aller plus loin et plus vite. Car derrière ces chiffres, eh bien, il y a des parcours, il y a des compétences, il y a des talents et trop souvent encore des occasions manquées. Nous venons de vivre la 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap et la 8e édition du DuoD qui a été un moment très fort. Cette année, c'est plus de 35 000 duos qui ont été constitués partout en France et qui montrent une chose, c'est que lorsque on se rencontre, on fait reculer les préjugés. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment qu'on aille plus loin pour permettre de faire prendre conscience aux entreprises, aux employeurs, que recruter une personne en situation de handicap, c'est recruter une personne motivée, engagée, compétente et fiable. Alors, nous allons mieux organiser le travail entre les partenaires. La semaine dernière, pour concrétiser cette ambition, nous avons signé une convention majeure entre l'État, France Travail, Cap Emploi, la GFIP et le FIP pour la période 2026-2028. Il s'agit de nous organiser ensemble pour permettre d'offrir aux entreprises et aux personnes en situation de handicap la réponse adaptée à leurs besoins. J'ai également très envie de vous parler de deux outils, notamment HandiMatch. HandiMatch, c'est une solution concrète pour rapprocher des candidats demandeurs d'emploi en situation de handicap et des entreprises volontaires et engagées pour recruter des personnes en situation de handicap. Cela permet de faire tomber certaines barrières, de garantir une meilleure adéquation entre les offres et les candidatures et de garantir d'autant plus de succès à nos candidats. Cet outil HandiMatch, il est accessible via France Travail et je vous encourage à en faire la promotion et à le faire connaître. Un autre outil qui me semble extrêmement important aussi à souligner, c'est celui de l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, c'est permettre qu'un professionnel du médico-social ou du travail social
accompagne une personne en situation de handicap dans les premières étapes de l'entretien de recrutement jusqu'aux premières semaines et premiers mois de l'intégration en entreprise. Cet outil, encore peu connu des entreprises, garantit l'efficacité des premières étapes de recrutement et en particulier de lever certaines barrières autour du handicap invisible. C'est pourquoi, là aussi, nous le mettons dans les mains de France Travail, de façon à ce que les entreprises s'en saisissent de plus en plus. Il permet vraiment de sécuriser les recrutements et là aussi d'en faire de véritables moments de succès pour chacun. Alors, je veux vraiment saluer l'engagement de la CFE-CGC, de la GFIP, de l'ensemble des intervenants, des témoins et de toutes celles et ceux qui portent cette vérité, toujours nécessaire à rappeler. Merci beaucoup à vous de faire de ce colloque un espace de mise en lumière de cet enjeu. Très bon colloque à toutes et à tous. On peut l'applaudir même si elle n'est pas là. Parce que qui sait, peut-être verra-t-elle le replay, puisque nous sommes bien évidemment aussi en direct sur Internet. Pour ceux qui nous suivent, je vous salue là où vous êtes, peut-être à l'autre bout de la planète, peut-être vous êtes juste voisin de la salle Gaveau. En tout cas, soyez à tous les bienvenus et à toutes aussi. On va continuer dans l'ordre protocolaire et je vous demande d'accueillir le président de la CFE-CGC, François Omril. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors que chacun se rassure, je ne vais pas chanter. Le lieu m'y inspire, mais je vais laisser la place tout à l'heure aux professionnels de la musique. Je vais leur laisser la place pour vous enchanter, comme j'espère vous serez enchantés tout le long de ce colloque. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut, il n'y a que des handicaps. Et le handicap est affaire de situation. Prudent et hésitant en pleine lumière, le non-voyant placé dans le noir montre avec assurance la bonne voie pour tous les autres. La malentendante surmonte avec aisance le brouhaha bien de notre époque pour s'attacher à l'essentiel d'un visage et la vérité des sentiments. Les sentiments, ceux qui sont cachés derrière la barrière du discours et de ses effets. La personne à la mobilité réduite, c'est tout et mieux que personne de la conquête de l'autonomie et de l'intelligence qu'il faut déployer pour y arriver. Ailleurs, dans les usines du Grand Ouest, les salariés de l'AMIPI, en fabriquant des faisceaux électriques pour l'industrie automobile, une tâche encore impossible à automatiser, démontrent chaque jour que leurs troubles psychiques sont un atout au service de la précision et de la fiabilité. Tous ensemble, ils nous enseignent la vie du quotidien et ses embûches, et ce qu'il faut de courage et de volonté pour y tracer un parcours. Le handicap, les situations de handicap, c'est un sujet syndical. C'est un sujet d'inclusion, c'est un sujet de discrimination. Et c'est l'honneur de la CFE-CGC d'avoir porté cette question au plus haut niveau de son organisation. Il y a 20 ans déjà, en lui affectant un secrétariat national. C'est un sujet syndical et c'est donc un sujet de la section syndicale. Conformément à son engagement à se développer et à développer son influence, la CFE-CGC a élaboré depuis lors tout l'arsenal nécessaire à équiper nos militants dans les entreprises pour renforcer leur efficacité dans le développement, dans l'action syndicale et la défense des salariés. Ainsi, à l'origine des bandes dessinées didactiques et pédagogiques, puis des guides, des brochures, des formations,
Et enfin, des colloques propres à convoquer partout où cela est possible notre expertise syndicale à l'appui d'un dossier prioritaire. Notre colloque aujourd'hui, intitulé « Handicap et parcours professionnel, la vérité qui dérange », s'inscrit dans cette démarche d'occupation du terrain. C'est notre méthode, c'est notre ambition. Ne rien céder à la résignation. Poser le débat au plus haut niveau possible, c'est notre marque. Car le constat est là, et même si certains indicateurs s'améliorent, d'autres font du surplace quand ils ne reculent pas. Je veux ici remercier les artisans de notre moment fort. Bien sûr, nos partenaires, la GFIP, mais aussi les salariés de la Confédération qui travaillent depuis des mois à sa réussite et sont présents ce soir. À nos côtés pour veiller à ce que tout se passe bien. Avec eux, les membres élus et experts du pôle égalité des chances de la CFE-CGC. Et bien sûr, Christophe Roth qui porte haut et fort ce sujet avec constance et détermination depuis le début. Je remercie les participants de haut niveau qui se joignent à nous pour animer cette conférence. Patrick Longchamp qui anime les débats. Les équipes techniques de la salle Gaveau, Mathieu et Hervé Barouillet qui représentent ici notre UD de Paris, co-organisateur de l'événement. Et enfin, un grand merci à Philippe Croison et l'orchestre Percut Jam de venir vers nous ce soir pour nous émerveiller de leur témoignage de vie. Certains voudraient nous vendre une société réductible à des procédures et des individus plus ou moins aptes à s'y conformer. Nous venons vous dire ce soir que la société humaine est faite d'individualités qui se forment et se constituent tout le long d'une vie. Et que dans ce monde, la priorité est que chacun trouve sa place, quels que soient les handicaps qu'il sera amené à devoir affronter. Dans ce combat du quotidien, tous ensemble, nous avons cause commune. Que quiconque, selon ses moyens, travaille à aménager des espaces dans lesquels chacun puisse se réaliser. Vivre selon ses désirs, se réaliser selon ses capacités. N'y a-t-il pas de plus beau projet pour une organisation syndicale ? C'est donc conscient que nous sommes là, la CFE-CGC, à la place qui est la nôtre, que je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup François. Et je vais appeler maintenant à nous rejoindre, toujours dans l'ordre protocolaire, celui qui a organisé cette soirée, qui nous convoque avec toutes ses équipes, comme l'a dit si bien François, Christophe Roth, secrétaire national, accessibilité, égalité des chances et logement. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, Monsieur le Président de la GFIP, cher Christian, Madame la Directrice Générale de la GFIP, chère Caroline, Monsieur le Président de Paris, de l'UD 75, merci de ta contribution avec tes équipes pour la réalisation de ce colloque. Chers collègues, chers amis, ce soir, prenez une seconde, regardez autour de vous. Regardez cette salle, cette magnifique salle Gaveau. Regardez cette énergie. Regardez ces visages. Il y a des soirs où l'on parle du handicap, et il y a des soirs où on fait avancer le pays. Ce soir, nous sommes exactement dans l'un de ces moments. Nous ne sommes pas ici pour commenter. Nous sommes ici pour nous engager, pour dire qui nous sommes et ce que nous voulons être. Parce que la manière dont une nation gère les populations en situation de handicap dit tout de sa dignité, de son courage, de son humanité. Le handicap, ce n'est pas un statut. Le handicap, ce n'est pas une case. Le handicap, ce n'est pas une ligne administrative. Le handicap,
c'est une histoire, c'est une vie, c'est une personne. C'est parfois une épreuve, c'est parfois aussi une renaissance. C'est aussi une personne qui peut se relever à la suite d'un accident. Une personne qui affronte une maladie chronique, une maladie invalidante, un cancer. Une personne qui vit le handicap psychique, cognitif, mental. Le polyhandicap, le handicap sensoriel, le handicap moteur. C'est une personne qui se bat au quotidien pour trouver sa juste place dans la société, pour trouver un emploi et pour se maintenir en emploi. Et je veux le dire ici avec beaucoup d'émotion. J'ai une admiration immense pour celles et ceux qui avancent malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré leurs doutes. Ce courage nous oblige. Ce courage nous responsabilise. Ce courage doit nous tirer vers le haut. On peut tricher sur tous les sujets, mais sur le handicap, jamais. Parce que le handicap est un miroir. Le miroir de notre société avec plus de 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Le miroir de notre quotidien en ville, dans la cité, au travail, dans les commerces, à la maison, à l'école, bref, dans la vie au quotidien. Le handicap n'arrive pas qu'aux autres, il nous concerne tous. Quand une entreprise ferme la porte à une personne en situation de handicap, elle se diminue. Quand une entreprise ouvre sa porte aux personnes en situation de handicap, elle s'élève. Une société inclusive n'est pas une société généreuse, c'est une société juste. Et une société juste est une société qui gagne. À la GFIP, au FIPHFP, à la CFE-CGC, dans les territoires, avec le pôle, avec le secteur, avec mes collègues, nous avons toujours défendu une conviction simple. Quand on fixe un cap, on le tient. Le premier jour de mon élection à la GFIP, le 14 septembre 2021, j'avais fixé un cap. Le cap d'atterrir à 4% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail à l'aube de 2025. On m'avait dit, mais Christophe, 4% de personnes en situation de handicap dans le secteur privé, ouh là là, c'est trop ambitieux, c'est trop rapide, c'est trop, ce sera compliqué. Notre taux d'emploi stagne depuis 12 ans à 3,4%. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes à 4% et avec la majoration des personnes en situation de handicap de plus de 50 ans, nous sommes à 5,1%. Nous sommes arrivés à ce résultat grâce aux équipes de la GFIP, grâce aussi aux partenaires sociaux, grâce aux employeurs, grâce à l'État, grâce à France Travail, grâce aux associations, grâce aux délégations régionales de la GFIP qui ont les mains dans le cambouis et les pieds dans la glaise au quotidien, grâce à tous ces partenaires. La route est tracée. La route est tracée et le président Peloton, ici présent, doit faire plus et mieux. On l'a fait, pas par miracle. On l'a fait, pas par chance. On l'a fait par exigence, par cohérence, par volonté. La CFE-CGC est cette organisation qui ne renonce jamais et qui ne renoncera pas. Pourquoi ? Car la CFE-CGC protège, la CFE-CGC construit, la CFE-CGC assume son rôle au quotidien. Et ce soir, nous continuons. Nous allons écouter des voix vraies, des parcours qui bouleversent, des experts qui éclairent. Nous aurons l'immense honneur d'écouter Philippe Croison, l'homme qui a prouvé qu'il n'y a pas d'impossible. Et nous aurons aussi à vibrer avec le groupe Percujam, un groupe d'artistes autistes. Cette démonstration éclatante que la différence peut devenir lumière. Ce colloque n'est pas un rendez-vous de plus. Il n'est pas la sortie d'un guide. Il est un moment qui doit réveiller, un moment qui doit bousculer, un moment qui doit transformer. Je vais vous dire aujourd'hui merci. Merci d'être là présent, merci d'y croire, merci de croire aussi en ce combat qui nécessite exigence et humanité. Je suis fier d'être accompagné
fiers d'y croire, mais aussi fiers de construire ensemble une société plus juste. Et ce soir, j'ai la conviction que nous allons écrire une nouvelle page. Ce soir, quelque chose se lève dans cette salle, une volonté plus grande que nos peurs, plus grande que nos doutes, plus grande que nos limites. Ce soir, nous prouvons à la CFE-CGC que lorsque l'humain passe devant tout, le reste, alors tout devient possible. Ce soir, nous ne faisons pas seulement un colloque, nous réaffirmons le choix de l'inclusion, le choix du courage, le choix de la dignité. C'est ça, la CFE-CGC. Et parce qu'une grande nation se juge à la façon dont elle regarde les plus fragiles, alors ce soir, ici ensemble, nous sommes fiers de défendre l'humain au quotidien à la CFE-CGC. Merci, que ce colloque commence et ensemble, activons le progrès. Merci. Merci beaucoup Christophe pour ces mots d'introduction qui posent bien le débat que nous allons avoir avec nos invités. Voilà, merci, tu peux laisser ton micro ici. On va ouvrir cette table ronde autour de cette question: comment accueillir dans nos entreprises celles et ceux qui ont été touchés par une longue maladie ou par un handicap? Comment on les accueille? Comment on les remet dans l'emploi? Comment on les remet au travail? Je vous demande pour cela d'accueillir mes 6 invités. Sylvie Ribro de l'ESAT Berthier. Sylvie, si vous voulez bien nous rejoindre. Riyad Salem, Christophe Legois, Anne-Sophie Tudzanski, Caroline Dekerle et Christian Expert. Je vous en prie, alors sauf le premier siège, mais tous les autres. Alors je fais aussi distributeur de micros. Voilà Sylvie. Voilà pour Caroline, je vais vous en donner un. Christian, je vous en prie. Christophe, très bien. Voilà, hop. Un peu de manutention. Riyad va nous rejoindre dans quelques secondes. Tenez Christian. Voilà. Et l'ascenseur de Riyad est en mouvement. Attention. Tu es en lévitation. Mais c'est une lévitation qui se voit. C'est ça. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, sous vos gros applaudissements, Riyad Salem. Voilà, on t'a laissé la place du centre. Alors Sophie, je vais juste vous demander de vous mettre sur l'autre siège. Voilà, ce sera plus simple pour les angles des caméras, puisque, je le rappelle, nous sommes aussi sur les internets, c'est-à-dire à peu près partout dans l'univers. Sauf sur Mars, même si Elon Musk l'aurait aimé, ou sur la Lune. On va commencer cet échange autour... Alors c'est un échange, c'est une conversation que je souhaite avoir avec vous. Vos éléments de langage, vous les avez, vous les connaissez. Moi, ce que je veux vraiment comprendre ce soir, c'est comment aujourd'hui, en vous écoutant, les personnes qui sont ici, dans cette salle, celles qui nous regardent, vont pouvoir changer leur regard, leur pratique sur l'accueil des personnes en situation de handicap qui sont devenues handicapés dans la partie administrative des choses et qui doivent retourner à l'emploi avec 3 grands axes. On va évoquer le parcours de soins, le parcours de vie et le parcours professionnel. Il faut savoir qu'en France, par exemple, c'est 1000 personnes chaque année qui ont un cancer, qui l'apprennent. 400 de ces personnes sont aujourd'hui en emploi. C'est 15% des actifs qui vivent avec une maladie grave ou chronique et le CESE estime que ce sera 25% dans les années à venir. Je vais vous présenter rapidement. Tout d'abord, Anne-Sophie Tudzanski, vous avez été atteinte d'un cancer. Vous êtes aujourd'hui créatrice de Cancer at Work pour justement inciter, sensibiliser les entreprises à l'accueil des personnes en longue maladie. On verra avec vous. Vous êtes un peu notre patiente expert de ce soir. Anne-Sophie, à côté de vous, Christophe Legois, délégué national accessibilité, égalité des chances et logement, qui a
porté avec l'interfédéral ce petit guide dont vous allez nous parler et qui sert finalement peut-être, enfin pas peut-être, même certainement de point de repère aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on va échanger. Christian Expert, bonjour, vous êtes vous médecin du travail. Avec vous, on va évoquer justement la partie médicale, le rôle de la médecine du travail dans ce retour à l'emploi, comment elle accompagne les entreprises, comment elle accompagne aussi les salariés. Riyad Salem, on vous connaît, vous êtes un peu plus médiatique que les autres. Vous êtes délégué général de CAPSA. Vous, votre mantra, c'est de dire d'abord personne n'est inemployable, il y a des talents à exprimer et on peut vous redonner confiance même si vous avez un handicap. Et tout ça, on va essayer de transformer ce qui vous semble être un malheur en quelque chose qui va vous permettre peut-être d'atteindre un bonheur ou quelque chose de différent. Et puis à côté de vous, Caroline Dekerle, directrice générale de la GFIP. Alors vous avez les pieds dans la glaise, j'ai envie de dire, dans cette relation entre les entreprises et l'emploi. On verra avec vous comment justement la GFIP peut faire ce pont entre les entreprises pour bien se former et accueillir les personnes en situation de handicap le mieux possible et permettre de faire baisser ce chiffre impressionnant de 12% de chômage, comme nous le disait Madame la Ministre à l'instant, de personnes en situation de handicap au chômage. Et puis Sylvie Ribreau, vous êtes directrice de l'ESAT Berthier, un ESAT qui accueille des personnes en situation de handicap, mais pas que. Vous travaillez avec le monde de l'entreprise et vous accueillez aussi des personnes qui ont été en situation de burn-out, en situation et qui ont besoin, peut-être par le biais de l'ESAT, d'avoir un sas, j'ai envie de dire, de décompression avant de repartir vers un emploi, on va dire, ordinaire, même si le mot ordinaire est toujours difficile à prononcer, vers un emploi, tout simplement. Voilà, merci donc à tous les 6. On a un temps relativement restreint. Je vais commencer avec vous, Anne-Sophie, si vous voulez bien, parce qu'on va parler du retour à l'emploi, mais moi j'aimerais évoquer avec vous, si vous le voulez bien, la question de l'annonce. Alors évidemment, il y a l'annonce qui vous a été faite par le médecin que vous étiez atteinte d'un cancer, mais après, il faut faire son coming out dans l'entreprise et aller dire « j'ai un cancer ». Comment ça s'est passé, cette période d'annonce, avant que vous ne partiez suivre vos traitements et que vous quittiez votre entreprise ? D'abord, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'ai appris le 7 mars 2011 que j'avais un cancer de manière assez soudaine, en quelques heures. Et j'ai fait le choix à l'époque de le dire immédiatement à mon employeur et à mes équipes. Alors c'était spontané pour moi, parce que je crois que je suis câblée comme ça. Quand il y a un problème qui se présente, aussi difficile et grave soit-il, je pense qu'il est important de le poser, d'en discuter et de trouver ensemble des solutions. J'ai compris avec le recul que c'était un peu hors norme à l'époque, puisque même dans les journaux, on ne lisait que le mot longue et douloureuse maladie et que personne ne prononçait le mot cancer à l'époque. Donc vous l'avez prononcé ce jour-là ? Ce jour-là, oui, très simplement. Et quel est l'accueil qui a été fait de cette annonce ? Est-ce que vous regrettez de l'avoir fait comme ça ? Absolument. Et aujourd'hui, avec le temps, non ? Non, absolument pas. D'abord parce que je crois que je suis quelqu'un qui vit pas avec des regrets, qui regarde plutôt vers l'avant, qui essaye quand même de tirer des leçons de ses expériences. J'ai compris que c'était douloureux et difficile. En fait, j'ai compris que j'étais atteinte de quelque chose de grave dans le regard des autres, qui vraiment me condamnait presque d'emblée, alors que moi j'étais vraiment dans un élan de vie ou de survie et prête à me battre en tout cas pour continuer à vivre. Non, je ne le regrette pas. Néanmoins, dans le monde de l'entreprise, on n'a aucune obligation légale de dire qu'on est malade. On a une obligation d'envoyer son arrêt de travail quand il y en a. Monsieur, vous en parlerez mieux que moi tout à l'heure. Et souvent, on me pose la question, est-ce qu'on doit en parler ou pas à son employeur ? Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de recette toute faite. C'est vraiment très personnel. Je crois qu'on peut en parler, que j'en ai parlé parce que je me sentais bien dans cette entreprise et suffisamment en confiance pour le faire et qu'en plus ça me ressemblait de on viendra sur la notion de la confiance. Alors je crois que Riyad ne doit pas avoir de micro. Tu as un micro, Riyad ? Non, on va lui enchaîner. La voix qui porte. Et la voix qui porte, mais pour la vidéo, tu as beau avoir toute la voix qui porte, ça ne suffira pas. On va en récupérer un tout de suite. Mais je voulais laisser la parole au docteur expert, justement, Christian, par rapport à cette question de l'annonce de la maladie. La médecine, que fait la médecine du travail à ce moment-là vis-à-vis de l'entreprise? Parce que là, ça s'est bien passé, mais à un moment donné, l'entreprise peut peut-être se retourner avec la médecine du travail pour essayer de comprendre ce qu'elle doit faire, quel est son rôle d'entreprise
d'entrepreneurs, de dirigeants? Tout d'abord, le médecin du travail est soumis au secret médical. Donc, c'est certainement pas lui qui va dévoiler une cause de pathologie. Ça appartient tout à fait à la personne, de dire ou pas dire. Ça dépend aussi de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise accueillante et capable d'entendre ce message-là ou de ne pas l'entendre? Et puis, ça dépend de son éducation au niveau de l'entreprise, l'employeur, mais aussi les membres du personnel. Comment on accueille une annonce d'une personne qui a le cancer maintenant? Est-ce que c'est un message de cette personne-là ne reviendra plus jamais? Ou bien c'est une personne qu'on va accompagner et où on est surpris quand elle revient? Il y a une éducation d'entreprise qui est nécessaire pour entendre ce type de message. Le médecin du travail, lui, il est là pour accompagner. Alors, la situation de handicap, elle est multiple. Le retour au travail d'une personne qui a souffert d'un cancer, ça peut être aussi une personne qui a été victime d'un accident de la vie, un accident du travail. Ça peut être quelqu'un qui a une maladie évolutive et qui va progressivement avoir des situations de plus en plus difficiles et qu'on va accompagner également. Donc le médecin du travail, c'est une sorte de chef d'orchestre. C'est un médecin, mais qui a aussi des connaissances au niveau de l'entreprise et qui est aussi le coordinateur d'une équipe pluridisciplinaire avec une infirmière, des ergonomes et qui est aussi en liaison avec d'autres partenaires nécessaires, le médecin traitant, le spécialiste traitant, Cap Emploi, l'AGFIP, tous ces éléments-là sont nécessaires. Le médecin conseil, il va falloir une coordination pour pouvoir amener un succès au niveau du retour à l'emploi. Alors justement, à partir de quand on commence à préparer ce retour à l'emploi? Dès l'annonce de la maladie? Ah, je vois Anne-Sophie qui prend le micro. Allez-y Anne-Sophie. En tout cas, moi, c'est ma recommandation. Parce que si on en parle dès l'annonce, on peut s'entendre déjà sur la manière dont on va communiquer. Pendant cette absence, dans l'équipe, on peut nous poser la question, est-ce que tu veux qu'on prenne des nouvelles? Tu préfères un SMS, un coup de téléphone? Et ce maintien du lien, on sait qu'il est essentiel pour la préparation du retour. C'est-à-dire qu'on a des études qui mettent en avant que sans maintien du lien au-delà de 6 mois, le retour au travail va être quasiment soldé par une sortie de piste professionnelle. Alors que si on maintient le lien pendant l'absence, si on s'autorise à préparer le retour très tôt et le plus tôt possible, souvent la visite de pré-reprise, on la vit 15 jours avant le retour, c'est beaucoup trop tard. On va pouvoir préparer le retour dans les meilleures conditions. Alors justement, Christian, la question de la visite de pré-reprise, enfin je veux dire, est-ce que vous suivez, est-ce que vous avez la capacité déjà, et est-ce qu'il faudrait suivre finalement chaque salarié qui part pour une longue maladie à plusieurs étapes avant la visite de pré-reprise pour essayer de préparer ensemble justement cette reprise? Comment ça se passe, le suivi de la médecine du travail sur cette question-là? J'insiste et j'approuve ce qui a été dit au niveau de la liaison nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut garder le contact avec l'entreprise. Les entreprises, ce sont des sociétés mouvantes. Et au bout de plusieurs mois, on ne sait plus comment l'entreprise a bougé en matière d'organisation, en matière de formation, un nouveau logiciel. Et on peut se retrouver complètement désarmé au bout de quelques temps. Et effectivement, au bout de 6 mois, quelle que soit la pathologie, les pathologies lombaires, ça peut être des pathologies, des longues maladies, au bout de 6 mois, les chances d'un retour à l'emploi avec succès sont extrêmement réduites. Et on estime qu'au bout d'1 an, c'est très très compliqué. Donc ce rendez-vous de visite de pré-reprise, il est fait pour préparer cette reprise. C'est certainement pas 15 jours avant, parce que c'est toujours compliqué. Il faut faire un diagnostic, il faut activer différents partenaires. Tout ça dépend de la pathologie. Sur une pathologie grave, évolutive, c'est pas quelque chose qu'on va envisager un retour à l'emploi. On va s'occuper de s'occuper de cette maladie pour essayer de récupérer au mieux ses forces. Et à un moment donné, le médecin conseil, le médecin traitant, la personne elle-même, qui est l'actrice principale de ce retour à l'emploi, prend contact avec le service de médecine du travail et on va essayer d'organiser en lien avec l'employeur et tous les partenaires que j'ai cités, d'avoir quelque chose qui va tenir la route au niveau de la reprise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devenez finalement pour l'entreprise une sorte de médecin conseil pour permettre un succès de reprise d'emploi dans cette entreprise? Oui, parce qu'il va falloir faire une étude ergonomique, c'est-à-dire comment le handicap qui a pu être acquis va pouvoir être compatible avec la nature de l'emploi. Comment on va améliorer cet emploi du point de vue ergonomique? Quels sont les outils ergonomiques qui vont être nécessaires pour aménager? Est-ce que l'accessibilité, on a vu tout à l'heure la difficulté d'accéder à cette estrade, est-ce que c'est quelque chose qui existe dans l'entreprise?
Alors, c'était pas difficile, c'était juste un peu long. Mais c'était pas difficile. Il a juste fallu se surélever. Un petit moment de méditation. Un petit moment de méditation, très bien. Caroline, l'AGFIP, à quel moment elle intervient justement dans cette... on sait que les entreprises ont fait beaucoup de, j'ai envie de dire, de progrès sur la question de l'inclusion, de la question du handicap, mais sur la question du retour à l'emploi, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont suffisamment bien armées pour justement, et on verra le retour aussi de Anne-Sophie, sont suffisamment bien armées en termes de formation, d'accueil, parce que c'est très différent de recruter une personne en situation de handicap, parce que quelque part on a pu la cibler avant, par rapport à un emploi, par rapport à une compétence, alors que quand la personne revient à l'emploi, il y a plein de choses qui se jouent. Est-ce qu'elle sera encore capable de faire ce qu'elle faisait avant? Est-ce qu'il faut lui trouver un autre poste? Est-ce qu'elle sera fiable? Comment on travaille avec les équipes? Alors oui, certes, les deux situations que vous évoquez, l'accès à l'emploi ou le maintien à l'emploi ou le retour à l'emploi, elles sont différentes. Mais je ne crois pas que ça soit si différent que ça, s'agissant de cette capacité des entreprises à vraiment... il faut qu'on accompagne les entreprises, c'est le rôle de l'AGFIP, que ça soit sur les situations d'accès à l'emploi ou de retour à l'emploi. On a en fait beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont pas malveillantes. Faut arrêter de cibler les entreprises. Elles sont souvent assez démunies finalement sur ces questions, et c'est ce que disait aussi tout à l'heure monsieur. On a besoin d'accompagner les entreprises. La première chose, c'est de démystifier ces situations. Je vais vous donner un exemple concret. Je discutais la dernière fois avec un DRH d'un centre hospitalier et qui me disait, en fait, chez nous, il y a encore une espèce de culturellement, c'est soit on est soignant, soit on est patient. Si on est en situation de handicap ou si on revient d'une situation de cancer, on est forcément patient, on ne peut plus être soignant. Et c'est ancré culturellement, en fait. On a encore toutes ces idées reçues à dépasser, à montrer que oui, on peut revenir d'un cancer et pour autant on n'a pas perdu notre capacité intellectuelle et on peut retrouver notre poste. Alors bien sûr, avec parfois des adaptations, et la GFIP peut être là aussi pour travailler à toutes les adaptations de poste, mais c'est important encore de lever ces idées reçues, de lever ces préjugés. Et notre rôle au niveau de la GFIP, ça va être certes de lever ces idées reçues, mais aussi d'accompagner un certain nombre d'entreprises à sortir de l'accompagnement individuel pour porter une vraie politique structurée. La politique handicap, ça peut faire peur, ce grand mot, mais c'est juste en fait sortir de l'accompagnement individuel pour vraiment porter un plan d'action. Et monsieur, vous le disiez très bien, il n'y a pas juste le dirigeant d'entreprise à qui il faut ouvrir le chakra, il n'y a pas que le DRH, c'est tous les managers. Parce que si madame reprend son poste avec un DRH qui est génial, qui a compris qu'il n'y avait pas de problème et tout ça, mais que ses collègues ont encore un regard qui n'est pas ouvert, qui se disent ah oui, elle revient, mais forcément, elle ne pourra pas retravailler. Si on n'a pas travaillé ça en amont, si on n'a pas quelque chose qui est structuré, on n'y arrivera pas, en fait. Alors, moi, des tables rondes sur le sujet de l'acceptabilité, sur l'ADN qu'il faut transformer dans les entreprises, j'en anime beaucoup. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais pourquoi ça ne bouge pas? Est-ce qu'il manque quelque chose de radical pour faire bouger cet état d'esprit dans les entreprises, ou c'est juste de la patience et c'est le fait d'en parler comme on en parle ce soir et de le dire et de le redire que les choses vont bouger? Parce que, à vous entendre, j'ai l'impression que ça bouge pas trop. Anne-Sophie? Les choses bougent en matière de cancer au travail. On le mesure chez Canceratoire avec un baromètre tous les 3 ans en coopération avec Opinionway. Le premier baromètre en 2013 disait que 80%, plus de 80% des actifs n'oseraient pas prononcer le mot cancer au travail. Et aujourd'hui, on est à 1 sur 2. Bon, ça nous laisse encore des marges de progrès significatives, mais c'est quand même mieux. Moi, ce qui m'interpelle toujours dans ces débats, c'est l'opposition quasi systématique qui est faite entre l'entreprise et les salariés. Alors que l'entreprise, pour moi, c'est une somme d'individus. Et donc, cette responsabilité, elle me semble être plutôt individuelle au sein d'un collectif. Bien sûr, les dirigeants, les DRH, les managers peuvent porter des convictions, la bonne parole, mais c'est nous qui, au quotidien, dans les interactions avec les gens avec qui nous travaillons, qui portons en fait la responsabilité de bien vivre et bien travailler ensemble. Et c'est même une question de société, pas uniquement une question d'entreprise.
Oui, allez-y, Caroline. Moi, et puis Christian, et puis après je laisserai la parole. Comme le dit Madame, je pense qu'il faut regarder plutôt le verre à moitié plein. Les choses évoluent et heureusement. Christophe tout à l'heure a parlé du taux de 4%, mais c'est pas juste une histoire de taux, c'est l'état d'esprit qui change. Il faut aussi se rappeler que, par exemple, le référent handicap qui est devenu un référent qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 personnes, ça date que de 2018. C'est quand même encore assez récent. Et pour autant, nous, à la GFIP, on va former ces référents handicap. C'est des acteurs qui sont incontournables dans l'entreprise. On va les outiller pour leur quotidien, pour leur permettre de travailler et pour justement un peu, entre guillemets, évangéliser tous les collègues pour que du coup le handicap ne soit plus finalement un frein dans l'entreprise. Là c'est les grands groupes et en échangeant on avait dit que les grands groupes finalement étaient parfois mieux dotés parce qu'avec plus de compétences, plus des obligations en effet comme le référent handicap, les TPE, PME, alors c'est un peu différent parce qu'il y a de l'humain mais il peut y avoir aussi de la... Alors quand je parle de référent handicap, la loi effectivement de 2018 c'est les référents handicap en entreprise, c'est pas forcément les grands groupes, hein, c'est les plus de 250. Alors effectivement c'est pas la TPE, PME, c'est plus de 250. Mais à côté de ça, à la GFIP, on va travailler avec tous les référents handicap. Il n'y a pas que des référents handicap uniquement en entreprise. Il y a des référents handicap dans les organisations syndicales. Il y a des référents handicap dans les OPCO, dans les centres de formation. C'est une fois qu'on aura aussi formé tous ces acteurs-là qu'on va pouvoir aussi avancer tous ensemble. Et à cet égard, on a des conventions avec la CFE, CGC, mais avec aussi d'autres acteurs du dialogue social. C'est hyper important que que les branches aussi s'emparent de ce sujet-là. Et de plus en plus, on a des branches qui forment aussi des référents handicap à l'intérieur. Et ça va pouvoir aider les TPE qui ont peut-être pas effectivement le référent handicap à l'intérieur de leur structure. Christian, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, le référent handicap, c'est pour les plus de 250, mais il est aussi important que les institutions représentatives du personnel soient formées. Et c'est exactement ce que nous faisons à la CFE-CGC. C'est très important de comprendre ce qui est possible de faire, quelles sont les aides possibles. Il n'y a pas que la GFIP, il y a le FIPU pour les postes à contrainte ergonomique marquée, que le handicap, c'est pas quelque chose qui est un frein pour l'entreprise, mais ça peut être aussi une chance pour l'entreprise. Christophe Legoy, justement, ce guide que vous venez de sortir, il est tout beau, tout neuf, tout chaud. Voilà. Ce guide-là, quand on a échangé, vous me disiez, finalement, c'est le fruit de l'interfédéral. Ça a vraiment été un travail. On s'est mis tous autour de la table. On s'est dit, il manque quelque chose. Et en fait, ça répond peut-être à pas mal des interrogations ou des questions. Ça répond effectivement un peu à toutes ces interrogations. Notre réflexion, c'était de se dire, on ne veut pas que les entreprises, les administrations travaillent le recrutement, le retour suite à une longue maladie comme une obligation légale de cocher une case, de valider un taux et puis de se dire l'humain peut passer en secondaire. C'est trop souvent ce qui est arrivé malheureusement. Et donc on s'est mis autour de la table dans cette réflexion-là de se dire si on raisonne comme ça, effectivement on va avoir un retour mal préparé, des mauvais aménagements éventuellement, on peut aller voir des discriminations ou une invisibilisation de la personne. Et on s'est dit, non, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'une personne en situation de handicap ou qui veut reprendre une activité suite à une longue maladie, ce qu'il veut, c'est retrouver du lien social, c'est retrouver une dignité, c'est aussi parfois faire partie de son parcours de guérison aussi, de trouver. Et donc on s'est dit, tout ça, il faut qu'on essaye de le concrétiser. Et on a construit ce guide en essayant de construire un parcours pour les acteurs. Donc les acteurs, c'est nos élus, mais c'est aussi les managers, les RH, le médecin du travail, enfin tous les acteurs liés au handicap, et leur dire, nous, on va vous donner ce qu'on souhaite, la CFE-CGC, ce que veut mettre la CFE-CGC avant l'arrivée, de la phase de recrutement, de la phase de retour, de la préparation, du suivi, des formations à faire, parce que c'est un point très important, la formation, et de se dire, ce guide-là, tout le monde va pouvoir s'en emparer, et nous, CFE-CGC, voilà ce qu'on conseille, et voilà ce qu'il faut faire. Alors justement, Sylvie, on parlait de cette... Il y a deux choses chez vous. On parlait de SAS. À l'ESAT Berthier, vous avez ce SAS, justement, qui permet à des personnes qui se sentent peut-être encore fragiles de pouvoir avoir une sorte de SAS avant le retour à un emploi dans une entreprise ordinaire, c'est ça ? Oui, alors ça suppose une nouvelle vision de ce qu'est un ESAT. Oui, parce que c'est novateur, en fait, ce que vous faites là ? Ou d'autres ESAT le font déjà ?
D'autres ESAT le font, France, et ouais, j'espère, ouais. le font en France. Mais le positionnement d'un ESAT a longtemps été une étape de parcours professionnel pour des personnes qui ont intégré le parcours handicap tout petit. IME, IMPro, ESAT. C'est ça, ouais. Bon, depuis maintenant de nombreuses années, on est dans une dynamique d'inclusion professionnelle. Et moi, je suis persuadée qu'un ESAT peut être un vrai sas pour une personne qui a été éloignée de l'emploi, pour quelque raison que ce soit, et qui, doutant de ses capacités, ayant besoin de se remettre à niveau, ou bien de se reconvertir parfois, peut, et bien entendu, ayant une RQTH et étant dans le spectre de l'orientation ESAT, puisque ne peut pas venir dans un ESAT n'importe quelle personne, dès lors qu'elle revendique une compensation d'un handicap qui mérite une orientation ESAT, elle peut tout à fait venir dans un ESAT, se former ou se remettre dans un rythme de travail, évaluer ses capacités et décider le jour où elle se sent capable d'intégrer le milieu ordinaire à nouveau, à plein temps, à mi-temps, en alternance, avec la possibilité d'aller vers le milieu ordinaire, mais de revenir à l'ESAT si, au bout de quelques mois, quelques années, elle estime qu'elle a besoin à nouveau de souffler ou autre. Et vous me disiez aussi que, et ça répondait à cette question de comment on infuse cette question dans les RH, que vous accueillez aussi des entreprises pour leur faire vivre finalement de l'intérieur ce qu'est le handicap en insertion dans les AT, c'est ça? Oui. Et que là, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Racontez-nous. Oui, alors je rebondis sur la question, est-ce que les choses bougent? Oui, ça bouge. Nous, on voit au niveau de l'ESAT Berthier, mais on voit vraiment une dynamique dans les entreprises. Alors en particulier dans toutes les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi, puisque, il y a un impératif. Mais que ce soit les politiques achats qui s'orientent de plus en plus vers le secteur protégé, ou les politiques RH, RSE qui ouvrent des débats, des animations dans l'entreprise, etc. Parfait. Sauf que souvent on parle des personnes qui ne sont pas là, du handicap qu'on pourrait accueillir, qu'il faudrait accueillir, etc. Bon, la meilleure façon d'aborder le sujet, c'est de rencontrer les personnes et de voir qui elles sont, comment elles vivent, et de constater tout simplement qu'elles sont comme tout le monde. Et parfois qu'elles sont même plus compétentes que vous ou que beaucoup de personnes que vous connaissez. Donc nous invitons, et ça se fait de plus en plus, les entreprises à faire... Alors il se trouve que nous, on a la chance d'avoir des salles qui permettent aux entreprises de faire leurs réunions ou des blocs de formation dans nos locaux, et ensuite de se dispatcher dans nos ateliers, que ce soit en cuisine, au conditionnement ou dans divers ateliers, et de travailler avec les travailleurs, donc déjà de faire leur job et de s'apercevoir que ce que l'on pense être facile, puisque c'est fait dans un ESAT, et je peux vous assurer que moi-même, il y a des trucs, j'arrive pas à les faire. Donc de voir comment l'a priori sur le handicap qu'on peut avoir se transforme en la découverte de capacités hors normes, enfin vraiment que vous n'arriveriez pas à développer. Et bien entendu, en travaillant, les gens discutent, se découvrent des parcours de vie, découvrent un des sujets qui a été évoqué tout à l'heure, des personnes en situation de handicap, plus, bien sûr, ils ont des doutes sur leur capacité, sur peu de confiance en eux. Mais à quoi c'est dû? C'est dû au regard des autres. L'idée qu'ils se font ou la perception qu'ils ont de l'évaluation qu'on fait de leurs capacités, de leurs valeurs, etc. Voilà. Alors, je vous coupe, on a juste un petit retour son de Philippe Croison sur la scène. Mais c'est pour la sono, c'est pas pour toi, Philippe. Philippe, tu fais chier. Sur la scène. Commence pas.
Voilà, donc les gens vivant ensemble, en faisant ensemble, en produisant des choses ensemble, se découvrent, réalisent que finalement... Mais qu'ils ont des talents, qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des compétences. Alors, je ne t'ai pas abandonné, Riyad, au milieu de tout ça, mais je voulais avoir... J'ai compris que j'étais patient ce soir. Mais oui, je remarque et je t'en remercie, parce que je voulais que tu entendes un petit peu toutes ces personnes pour nous dire comment toi, tu réagissais à tout ça, comment aujourd'hui, au travers de CAPSA et de tout ce que tu peux faire autour de la question du handicap, comment ça te fait réagir ce qui a été dit sur la question des talents, sur la question de dire ou pas le handicap, sur la place d'infuser dans les entreprises ces bonnes pratiques. Donc tu me donnes le rôle de grand témoin, je suis très Oui, honoré. un petit peu, mais il y en aura d'autres. Et déjà, je voulais dire que allez dans les adversités parce que vous allez vous régaler. C'est très bon. Non, mais c'est vrai, c'est souvent quand vous faites les petits fours et tout, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé aussi cette idée de l'accessibilité et je me dis que souvent dans le handicap, avec le monde médical, comme tu le disais, on est patient. Donc il faut être patient parce que le temps, il est un peu différent du monde ordinaire. Et je pense que ouais, tu as complètement raison de... Après, je sais que tout le monde n'est pas capable d'annoncer la maladie ou le handicap. C'est quelque chose qui est très personnel, qui est pas évident. Moi, je rencontre beaucoup de gens et quelque part, c'est pas parce qu'ils sont dans une boîte que d'un seul coup, ils deviennent ambassadeurs d'une maladie ou du handicap. C'est vrai qu'on les embauche. Déjà, on les embauche pas pour ça, on les embauche pour leurs compétences. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez. C'est souvent on a une vision on exige du talent qui soit ultra performant, mais des fois on se rend pas compte que dans la boîte aussi, il faut jauger vraiment la performance de la boîte. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont des fois trop performants pour la boîte et qui sont des personnes handicapées et ça se retourne contre eux parce que le manager les prend comme exemple et après ça se passe très mal avec les autres. Mais ça, c'est du vécu. Donc je pense qu'il faut toujours prendre la personne avec sa maladie ou son handicap, mais d'abord prendre pour sa compétence et pour ce qu'elle sait faire. Vous l'embauchez pour une raison bien précise au sein de la boîte. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est là-dessus qu'il faut jauger la personne. Donc je pense que ouais, il faut pas... Et puis, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises maintenant, ça n'a plus rien à voir avec il y a une vingtaine d'années où le handicap faisait peur. Mais l'handicapé faisait peur. Maintenant, dans l'entreprise, ce que je ressens quand j'interviens, c'est qu'il y a toujours cette peur. Mais non pas la peur du handicap, c'est la peur de mal faire. Et c'est ça. Et ouais, c'est incroyable parce que c'est comme si il y avait une auto-exclusion, on préfère rien faire que de mal faire. Mais comme disait un certain, mieux vaut commencer, ne pas attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien. Et je pense qu'il faut continuer à faire quelque chose de bien puisqu'on a besoin de tout le monde. Et on voit un peu la conjoncture de notre société. Mais je pense que dans la philosophie, par rapport même aux lois du handicap, je reviens un peu là-dessus parce que c'est toujours un truc qui m'a marqué, l'intention qu'on y met. Quand toutes les lois sur le handicap, il y a toujours eu un mot un peu bizarre qui est en faveur des personnes handicapées. Quand vous mettez ça, vous mettez dans l'inconscient des gens, quand vous êtes dirigeant, c'est une loi ou une faveur. C'est pareil, quand vous embauchez quelqu'un, vous ne lui faites pas une faveur. Vous l'embauchez. Vous l'embauchez. Puis après, s'il ne vous satisfait pas, il ne faut pas avoir peur de, comme monsieur et madame tout le monde, vous avez 1 mois d'essai ou 3 mois d'essai selon les boîtes, et après, voilà. Anne-Sophie, comment vous réagissez à ça? Comment vous intervenez, vous, conservatoire? Comment vous apportez dans les entreprises, justement, cette bonne parole? Vous avez le même sentiment que Riyad, c'est-à-dire qu'en fait, la peur a changé, on avait peur de la personne, maintenant on a peur de mal faire? La peur a changé de camp? On a peur de mal faire, c'est certain, aujourd'hui. Et comment on intervient conservatoire dans les entreprises? On travaille pas à la place des entreprises, on leur donne en fait des rails pour qu'elles puissent se mettre au travail. D'abord, comprendre quels sont les besoins de leurs salariés. Et puis, au regard de ces besoins, bâtir les plans d'action qui vont bien en face et mettre en place des accompagnements adaptés. Je prends un exemple. Alors, souvent, on parle de sensibilisation, on parle de formation, on parle d'accompagnement. Dans le monde industriel, parfois, la sensibilisation, la formation et l'accompagnement, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, quand on vient après une longue maladie, quand on a une mastectomie, on a parfois besoin de ne pas travailler sur une chaîne classique,
où les gestes répétitifs rendent le travail difficile, mais de travailler sur une chaîne de production adaptée. Alors ça peut paraître antinomique, puisque la réussite d'une entreprise industrielle, c'est justement sa capacité à tenir des cadences de production énormes. Un de nos membres a mis en place une chaîne de production adaptée. En 2 ans, elle a constaté, je dis elle parce que c'est une dirigeante d'entreprise, 9 points d'absentéisme de courte durée en moins. Ouais, donc on voit comment... Je sens la satisfaction de Christian. Oui, il y a une forme de satisfaction. Il s'est redressé dans sa chaise en se disant « Ah ben voilà, j'ai fait mon job ». Oui, c'est vrai. Parce que quand on fait une étude ergonomique, qu'on met en place une adaptation ergonomique pour une personne en situation de handicap, on se rend compte que finalement, on va améliorer l'existence et la situation ergonomique de l'ensemble des salariés concernés. Et donc, on est tous gagnants à améliorer les conditions de travail. Et en plus, on ne va pas générer d'autres handicaps. Et on signait une convention vendredi avec la ministre chez Septodon, qui est une entreprise du médicament, et qui nous disait toutes les adaptations qu'ils ont fait et que le GFIP peut financer, ça sert effectivement à d'autres. Au départ, on l'a fait pour une personne qui était en situation de handicap, mais finalement, ils l'ont mis en prévention pour tous les autres, parce que on l'oublie, mais on est rarement en situation de handicap. Souvent, on bascule en situation de handicap en cours de carrière. Donc, la prévention pour éviter de basculer en situation de handicap en cours de carrière, elle est aussi importante, en fait. Christian ? Oui, juste à ce propos. Vous avez bien compris le concept de la conversation. Allez-y, continuez. Je voudrais préciser qu'il y a une visite particulière qui a été mise en place en août 2021. C'est la visite de mi-carrière. Justement, pour essayer de dépister les personnes qui ont un risque de désinsertion professionnelle et de mettre en place, avant qu'il y ait une catastrophe, des aménagements ergonomiques, en particulier des aménagements du poste de travail pour pas que ça s'aggrave. Et vous voyez, alors moi je vais me saisir de ça. Allez-y. Non, mais vous voyez, tout à l'heure quand je disais il faut sortir du one-shot, un fauteuil ergo pour Madame Machin, une prothèse auditive pour Monsieur Bidule, et essayer d'avoir, même pour une petite entreprise, quelque chose d'un petit peu structuré, réfléchi. Quand Madame revient de son cancer, si la boîte a déjà réfléchi, eh ben on va pas gérer en urgence, en pompier, et en se disant, comme vous disiez, bah, il nous reste 15 jours, comment on va faire? C'est que la boîte, elle a déjà anticipé, elle gère déjà en amont, tiens, on a cette personne-là qui est en situation de handicap, on a travaillé avec elle, on sait que peut-être sa pathologie va s'aggraver, et donc on a déjà réfléchi à peut-être un changement de carrière, on anticipe les situations, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en fait. Et notre rôle à la GFIP, c'est d'accompagner les entreprises pour que justement on libère cette parole et qu'on anticipe les choses. Anne-Sophie, je vois le temps qui passe, je suis affolée. Et c'est là où je pense que des organisations comme la CFE-CGC ont un réel rôle à jouer justement pour passer de ces situations gérées au cas par cas en mode pompier. Ces sujets doivent être impérativement, le sujet de la maladie au travail, qui n'est pas une case, doivent être pour moi impérativement inscrits dans le dialogue social. Nos membres, les membres de Cancératoire, qui ont travaillé l'année dernière activement sur ce sujet et ont, avec l'aide de juristes spécialisés, créé des clauses qui peuvent être mises dans les accords handicap, les accords santé QVCT. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer un cadre partagé par tous et du coup dans une optique d'égalité de traitement. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, et je pense que c'est la dynamique, et Christophe, je vais te laisser la parole, mais quand de prendre la maladie et la potentielle maladie et le potentiel d'handicap comme étant un élément du parcours professionnel. C'est ça, Christophe? C'est-à-dire qu'en fait, on peut tous être à un moment donné malade ou être séparés, mais notre parcours professionnel, il doit pouvoir continuer. On a tous un risque à un moment donné, effectivement, d'avoir un handicap ou une maladie, ça c'est clair. C'est nous ce qu'on essaye de lutter, effectivement, la CFE-CGC, c'est pour ça qu'on fait des formations, qu'on fait nos guides, qu'on fait des actions de terrain, pour que nos élus, justement, portent cette parole, que ça soit d'anticiper, de prévoir, mais ça se fait dans la prévention, effectivement, par exemple au niveau du DUR ou du PRIPAC, de prévoir les mesures, parce que ce n'est pas que pour une personne, on ne fait pas du one-shot, effectivement, on doit anticiper et savoir que ce qu'on met en place, ça sera pour tout le monde à un moment donné bénéficiaire, et que ça, c'est un dialogue, il faut pour ça un dialogue social, il faut donc des élus qui à un moment donné portent cette parole, portent ce message. Et ce que vous me disiez en préparant, Christophe, c'est que tous les élus ne sont pas forcément au même niveau. C'est pas parce que la CFE-CGC sort un guide sur la question du handicap et de l'accessibilité et de l'engagement qu'il y a aussi un vrai travail. C'est-à-dire que la peur de mal faire, elle peut être aussi au sein de vos élus. La peur de mal faire, effectivement, elle n'est pas qu'au niveau de l'entreprise, elle est aussi au niveau des élus. Il y a des élus qui auront plus
d'appétence que d'autres. Il y a ceux qui s'y intéresseront plus. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'embarquer tout le monde, que chaque élu soit un acteur de l'inclusion. Et donc, on essaye au maximum de les former, de les intéresser. Mais effectivement, ce frein, il est des deux côtés. Nous, on lutte pour que ces freins soient levés, en tout cas au niveau de nos élus, et qu'en entreprise, quand ils seront en CSE, en négociation, ce genre de choses, qu'à un moment donné, la parole soit libérée à leur niveau pour justement faire avancer au niveau des entreprises cette prise en charge. Il y a un guide pour ça. Caroline, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est pour ça aussi qu'on a des conventions pratiquement maintenant avec toutes les organisations syndicales au niveau de la GFIP, parce qu'on va former à l'intérieur presque des ambassadeurs du handicap qui vont pouvoir aller former les élus, enfin voilà, porter cette bonne parole. Et c'est pas seulement de la tchatch, c'est donner les bons outils. Et à la GFIP, on a développé aussi une façon de sensibiliser, par exemple de façon ludique. On a des jeux de plateau, on a vraiment un outillage qu'on donne à ces référents, à ces ambassadeurs pour qu'ils puissent s'en emparer. C'est l'affaire de tous. Le handicap, c'est l'affaire de tous. Et handicap, Riyad, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de problème avec la performance. On a toujours peur qu'une personne en situation de handicap ne soit pas performante. Mais le quotidien d'une personne handicapée, c'est une performance, déjà. En effet, déjà arrivé sur le plateau. Je vais peut-être dire un truc qui va peut-être choquer, mais on est tous des handicapés en sursis. Donc après, ça dépend du temps, la date d'arrivée, mais c'est quasiment garanti presque. Surtout dans un pays comme le nôtre où on arrive à avoir des soins et des choses comme ça. Mais ce que j'aime, c'est surtout ce que vous faites chez la GFIP, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la prévention. C'est vraiment... Et surtout la sensibilisation. Nous, on sensibilise à travers le sport. Donc des fois, il y a peut-être des biais parce qu'on se dit « Ah, c'est des champions » et on s'imagine que toutes les personnes handicapées sont performantes comme nous. Mais la performance, elle a plusieurs visages. Et ça ne retire pas le résultat final de la victoire, de l'objectif, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une diversité de performances. Il ne faut pas rester calé sur une performance parce qu'il y a une diversité d'êtres humains, il y a une diversité de handicaps. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de la réussite. Allez, on arrive au terme de cette table ronde. Je suis désolé, c'est passionnant. On pourra continuer à discuter pendant la première pause ou pendant le cocktail final. Très rapidement, vraiment rapidement, un levier que vous voudriez actionner pour justement mieux accueillir ou réaccueillir dans les entreprises les personnes en situation de handicap ou qui suivent une longue maladie, un cancer par exemple. Alors les deux sujets n'étant pas totalement superposables, hein, toutes les conséquences de maladie n'amènent pas une RQTH. Moi oui, chez moi oui. Je suis chef d'entreprise travailleurs handicapés, mais pas tous les malades ne sont pas travailleurs handicapés. Un levier, rejoignez Cancer at Work pour faire exister le sujet du cancer et des maladies graves dans vos entreprises. Christophe. Moi, un levier, c'est le dialogue social, c'est porter le message pour que embarquer tous les salariés. Mais c'est énorme, mais il faut que tous ceux qui soient élus, qui siègent dans les instances, portent cette parole. C'est ce qu'on fait à notre niveau, au niveau national. C'est ce que doivent faire et font nos élus dans toutes les instances. C'est dialoguer pour me permettre d'éviter qu'il y ait des personnes qui restent sur le bord du chemin et que tout le monde s'embarque. Très rapidement, vous faites un travail formidable à la CFE-CGC. Ce n'est pas le premier guide que vous sortez sur cette question-là, enfin la question du handicap, l'égalité des chances. Est-ce que la question en intersyndical, ça se discute? Vous arrivez à poser ensemble cette question du dialogue social sur l'intersyndical? Oui, très rapidement. Hein. Sur le handicap, au niveau de l'intersyndical, oui, ça s'embarque. Et bien souvent, dans les négociations, on arrive à embarquer nos petits copains des autres, mais bien souvent on est surtout le leader à ce niveau-là. C'est qu'on est, de par nos formations, de par la qualité des travaux de rédaction que l'on a. C'est la locomotive de cette... la CFE-CGC, quand on commence à parler en dialogue social, derrière, ils nous suivent. En effet, François dit que ça fait plus de 20 ans que vous travaillez cette question. Christian, un petit levier. Deux, en fait. Ce qui a été dit au niveau de la formation. Vu le timing, je préférerais... le dialogue social. Il y a aussi quelque chose qu'il faut travailler, qui est l'information des médecins traitants, spécialistes traitants, qui sont perdus, si j'ose dire, dans ce monde compliqué de l'insertion et de la réinsertion. Ils ont beaucoup de travail, on leur demande beaucoup, mais là, c'est vraiment nécessaire. Alors, et cette formation, elle doit venir de qui? De la médecine du travail ou de la GFIP? Parce que ça pourrait être un sujet que la GFIP dont la GFIP pourrait s'emparer.
Nous, on travaille déjà beaucoup avec les services de santé au travail et on va renforcer nos liens avec eux. Et effectivement, je vous rejoins. En fait, souvent, on s'aperçoit que les services de santé au travail n'ont pas une bonne connaissance de tout ce qui peut exister comme dispositif à aller chercher pour permettre notamment le maintien en emploi. Toute notre offre de services pour permettre tout ce qui est aide, services pour maintenir des salariés en situation de handicap, malheureusement, parfois, les services de santé au travail ne la connaissent pas parfaitement. Donc, il faut qu'on maintienne et qu'on renforce nos liens, oui. D'où l'importance de la création des cellules de maintien. C'est un peu technique, donc je ne sais pas parler des cellules PDP. Ce sera l'objet d'un prochain colloque. Sylvie, et puis on terminera avec Riyad. Un levier peut faire se rencontrer les gens. Ouais, moi je pense, oui. Tout à fait. Non, mais je réagis comme si j'étais dans la salle. Oui, c'est une évidence. Il faut aussi que les gens se rencontrent et qu'il y ait du lien qui puisse se créer. Riyad, pour toi, Ah oui, et Anne-Sophie. J'ai pas dit non plus. Ah pardon, excusez-moi Caroline. Caroline, allez-y. Moi, le levier, forcément, mais c'est celui qu'on met en place tous les jours, c'est vraiment l'accompagnement des entreprises. Et je le redis, vous avez dit les grosses, mais c'est même les TPE, et on fait plein de choses à la GFIP avec les TPE. Même, la dernière fois, encore une boîte de 5 personnes qui nous a dit on voudrait travailler sur le maintien en emploi, parce qu'ils voyaient que, voilà, ils avaient des problématiques particulières sur leurs salariés. Donc, c'est pas la taille de l'entreprise qui joue. Je n'oserais pas dire que c'est pas la taille qui compte. Riyad, pour terminer. Excusez-moi. Alors moi, je vais dire qu'il faut oser, mais je ne vais pas être original. Je vais piquer la phrase, parce que hier, j'ai entendu Borloo dire « le renoncement n'est pas un chemin ». Et ça m'a vraiment marqué, donc voilà, je vous fais part de ça. Il ne faut pas renoncer, il faut oser. Et on reste là-dessus. Désolé, Sophie, pour le dernier mot. Merci beaucoup à tous les 6. Allez, tout est possible, même la pause. On va y arriver d'ici quelques instants. Il y a quelques mots quand même encore. Je vous demande d'accueillir Jean-Philippe Tanguay, secrétaire général de la CFE-CGC. Tang. Sous vos applaudissements quand même, c'est pas Philippe Croison, mais quand même. Alors, tout est possible, mais là c'est la mission impossible, c'est prendre la suite de Philippe. Je te laisse le micro. Vous êtes où? On m'a laissé 3 minutes, donc j'ai laissé tomber les consonnes, je garde que les voyelles. Ça ira plus vite. Non, passer derrière Philippe, j'ai eu l'occasion et la chance de le rencontrer. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'en fait, on a tous un don. Ça peut être un handicap, ça peut être une maladie, ça peut être l'annonce d'un cancer. C'est un don qu'on vous a fait. Pas forcément un cadeau, un don. Et ce don-là, on doit le gérer tous ensemble. Et comme disait Philippe, on n'est pas seul. Et nous, justement, dans notre syndicat, la CFE-CGC, on estime que c'est des êtres humains qu'on a en face de nous. Et c'est ceux-là qui comptent, les êtres humains. Après, on va mettre en place, comme Philippe disait, tout ce qui est impossible. Il y a des gens qui ont des difficultés, des très grosses difficultés. Et on doit avancer avec eux. On doit mettre tout en œuvre pour permettre à ces gens-là de se retrouver dignes en être humains. Parce que c'est ça qui est le principal. Le reste, c'est de l'accessoire. Moi, je vous le dis, tous les jours, je dis aux personnes, on a un problème, ok, il n'y a pas mort d'homme. Donc, il y a une solution. Et on avance. Et à chaque problème, il y a forcément une solution. Elle n'est pas forcément facile. C'est toute la qualité que vous avez, justement, de défendre nos collègues, de mettre en avant tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à franchir ces étapes, à convaincre, à mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Mais on y arrive. On est là pour vous aider aussi. Alors nous, on ne fait pas grand-chose, mais on le fait bien. On fait faire. On a tous les gens autour de nous. On a des experts, on a des secrétaires nationaux qui sont complètement dévoués à leur cause et qui s'investissent à fond. C'est ça qui fait justement le fait qu'on puisse être en adéquation avec cette belle organisation qui est la CFE-CGC, très humaine, très profonde, qui nous apporte beaucoup. On reçoit beaucoup aussi, parce que sachez que, voilà, que même si on a des difficultés, on reçoit quand même. Et c'est tout ça qui fait la richesse et la joie que l'on a de participer à cette œuvre. Merci à tous pour ce que vous êtes. Pour ce que vous faites aussi, mais surtout pour ce que vous êtes. Vous avez tous des dons, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des dons positifs aussi, donc mettez-les en avant. Vous n'avez pas le droit de gaspiller toutes les qualités que vous avez. C'est pas possible. Vous avez vu Philippe? Nous, on a la chance d'être entiers, on a la chance d'avoir une santé. Et cette santé-là, on doit la mettre à l'œuvre. Et tout ce qui nous a été dit aujourd'hui, moi, je remercie tous ces gens-là. Je remercie tous ces gens-là pour nous remettre le cerveau en place, leur mettre vraiment dans l'axe qu'il faut pour qu'on puisse continuer à avancer pour eux et pour ce que eux nous donnent. Alors merci à tous, merci à eux. Et puis maintenant, c'est peut-être la pause, c'est ça? Ah non, il y a encore une prise de parole, Jean-Philippe. Mais merci beaucoup pour cette
pour cette allocution sur la place des solutions. Je voudrais faire juste très rapidement un petit message très personnel et en même temps communautaire et collectif. Tu parlais de solutions, je suis journaliste, il y a des médias qui aujourd'hui travaillent sur les solutions. Il y a un média qui a vécu un moment pénible en fin d'année dernière, je pense à Vivre FM. Vivre FM essaye de se relancer aujourd'hui avec une nouvelle équipe et ils ont besoin d'être accompagnés financièrement. Donc ils ne me l'ont pas demandé, mais moi je trouve qu'un média ne doit pas mourir, surtout quand il traite du handicap, de l'exclusion et de l'accessibilité. Donc il faut les aider. Donc je passe ce petit message. Si vous avez envie d'aller les aider, vous pouvez faire un don. Je vous laisse trouver le chemin pour y aller. Je vous demande d'accueillir, pour terminer, et avant la pause, tout est possible, et avant la pause, je vous demande d'accueillir Mathieu Hervé Barouillet, président de l'UD de Paris, qui est le co-organisateur de cette très belle soirée. Mathieu Hervé Barouillet. Je remercie Philippe Croison et Jean-Philippe d'être passés avant moi, parce qu'ils ont mis beaucoup d'émotions, donc après j'ai peur que tout tombe un peu à plat. Et comme j'ai moins l'habitude qu'eux de prendre la parole, je me suis permis de... J'ai hésité, ChatGPT, est-ce que j'écris, puis j'ai entendu ce qu'a dit Philippe Croison, fallait oser, donc je vais oser vous lire ce que j'ai marqué. Donc c'est vrai que c'est très difficile de passer après un secrétaire général, ou même avant. Voilà, donc moi, au nom de l'Union départementale de Paris, et avant de remercier tous les intervenants, vous me permettrez de me réjouir de voir cette belle salle Gaveau remplie de figures connues et moins connues de la CFE-CGC, qui sont réunies ce soir la CFE-CGC qui est réunie ce soir dans sa diversité, cette diversité qui est notre richesse commune. Et c'est toujours de diversité que nous parlons ce soir. Parce que si le handicap présente de multiples dimensions, s'il entraîne d'innombrables difficultés dans nos vies personnelles et professionnelles, il offre aussi une multitude de points de vue inédits sur notre monde et notre société. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour 2 jeunes femmes et un garçon. Les 2 premières font leur premier pas sur le marché du travail, une randonnée contrastée, difficile quelquefois. Le garçon, lui, est encore à l'école. Il apprivoise sa différence au contact de ses camarades, de ses enseignants, de ses AESH. Les études, l'entreprise, les examens, les diplômes, les candidatures, l'embauche, l'inclusion réelle, ce n'est pas encore pour demain, mais ça viendra vite. Ces 3 personnes qui sont de ma famille nous regardent ce soir en ligne. Comme vous, comme moi, elles auront été sensibles et intéressées par ce qui est ressorti de la table ronde et du témoignage de Philippe Croison. Ils auront découvert ou auront l'envie de découvrir davantage ce que la CFE-CGC propose, ce qu'elle ambitionne pour que les salariés en situation de handicap puissent, comme les autres, s'accomplir et s'épanouir dans leur métier. L'UD 75, son bureau, moi président, mais surtout Michel Cabaret, qui est dans la salle ce soir, notre secrétaire général, et Oul de Bois-Mama, notre trésorier, qui est en Inde, notre assistante Muriel Bouteille, tient à vous remercier toutes et tous pour votre présence. Merci aux intervenants, merci aux partenaires, merci à la Confédération, aux salariés et aux élus, à Christophe Roth et son équipe, au trio confédéral, pour leur implication dans la réussite de cette soirée. Merci à chacun d'entre vous, militants syndicaux, pour votre mobilisation en entreprise, pour que l'inclusion, la réflexion se poursuivent, le combat de la CFE-CGC continue, à Paris comme ailleurs. Je ne peux pas m'empêcher quand même de terminer par une citation, et qu'on va essayer de garder à l'esprit pour mettre en avant cette ville. C'est une citation de Victor Hugo qui dit « Paris est sur toute la terre le lieu où on entend le mieux frissonner l'immense voile du progrès. Que le vent souffle. » Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire une pause. Je vous demanderai d'être très à l'heure, à 21h35. Dernier carat dans cette salle, il y aura la sonnerie qui vous rappellera de venir, parce qu'on est contraint par nos musiciens et par le fait que c'est un groupe de musiciens en situation de handicap. Donc il y a des principes, des règles à respecter. Je vous en prie, bon échange, on continue, et puis il y aura un cocktail pour encore plus échanger à l'issue du concert.